C'est un anime qui est sorti la saison dernière, et j'ai vraiment aimé le regarder. Comme la plupart des animes que j'apprécie, celui-ci parle de voyage dans un autre monde, mais celui-ci a cette sauce spéciale qui le rend si agréable à regarder. Dans cette histoire, notre héros se réincarne dans un nouveau monde futuriste où il devient l'héritier d'un domaine entier. Et pour rendre les choses plus intéressantes le jour de son 5e anniversaire, sa mère lui offre un cadeau spécial. Mais il est confus quand il l'ouvre parce qu'il ne sait pas à quoi il sert. Alors sa mère lui révèle qu'il va recevoir un super robot avec une intelligence artificielle très puissante. Et maintenant tout ce qu'il peut faire c'est personnaliser chaque partie du corps de son IA comme il le veut. Il se rend compte qu'il peut même personnaliser certaines fonctions, ce qu'un enfant normal de 5 ans ne ferait pas. Il hésite même un instant, mais sa mère l'avertit que s'il ne choisit pas quelque chose, sa servante IA se retrouvera avec les parties manquantes, alors il décide de tout choisir très soigneusement, pour ne pas le regretter dans le futur. C'est alors que son père arrive et lui offre tout le domaine familial, ce qui surprend notre héros qui réalise qu'il va devenir un nouveau comte. Son père lui dit qu'ils vivront une vie tranquille sur la planète impériale, et qu'à son départ tout le domaine appartiendra à Leandro, mais qu'en contrepartie il demande à son fils de lui envoyer une rente régulière. Il accepte la condition de ses parents, et ils partent après qu'il ait signé le contrat, en lui disant que son robot arrivera bientôt pour s'occuper de lui. Notre héros est très heureux de sa nouvelle vie, car il a maintenant tout ce qu'il a toujours voulu, mais à cause d'événements passés, il veut devenir un seigneur maléfique et exploiter son peuple. C'est à ce moment-là que nous découvrons qu'il a beaucoup souffert dans sa vie précédente. Il a découvert que sa femme le trompait avec son patron. Pour ne rien arranger, il a découvert que sa propre fille n'était pas sa fille de sang, et après tant de découvertes, il a été accusé à tort d'avoir volé l'argent de l'entreprise. Trahi et criblé de dettes, sa santé se détériore rapidement et, alors qu'il est sur son lit de mort, un homme appelé Ujiha apparaît et lui demande s'il veut bien laisser sa femme et son patron sortir ensemble pour faire du puni. À ce moment-là, il dit qu'il veut se venger, et le fait de sentir ses émotions fortes rend Ujiha heureux. C'est à ce moment-là qu'il demande une seconde chance, où il pourra vivre pour lui-même. Et Ujiha lui répond qu'il est là pour le réincarner dans un autre monde. Il lui montre quelques options, et l'ouvrier japonais trahi choisit de vivre dans un monde avec des robots et des vaisseaux spatiaux. Parce que ce sont des thèmes qu'il aime, aussi bien dans les animes que dans les jeux vidéo. Lorsqu'il signe enfin le contrat, Ujiha lui souhaite bonne chance. Notre travailleur japonais part donc pour un autre monde, déterminé à faire passer son propre bonheur en premier dans cette nouvelle vie. Il remercie Ujiha pour cette seconde chance, mais tout n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Car à ce moment-là, nous voyons Ujiha près de son corps, disant que les personnes malchanceuses comme ce travailleur japonais sont très courantes et qu'il aime s'amuser avec elles. Il regarde ensuite l'ancienne femme de notre héros, qui est partie dans un autre monde, et c'est elle qui sera sa prochaine distraction. Pendant qu'elle mange avec sa nouvelle proie, elle pense aux années qu'elle a perdues pour son mari. Mais soudain, la police arrive et révèle qu'elle a trouvé des preuves que le patron a volé de l'argent à l'entreprise. L'homme dont elle pensait qu'il deviendrait son mari et soutiendrait sa vie de luxe est arrêté sous ses yeux. Et elle se désespère, se demandant qui prendra soin d'elle à présent. C'est à ce moment qu'Ujiha lui dit qu'elle ne connaîtra plus jamais le bonheur, car l'homme qu'il aimait est déjà mort. Ujiha retourne ensuite à l'appartement de l'homme qu'il a réincarné, et il fait remarquer que lorsque cet homme se rendra compte qu'il a été à nouveau trahi, cette fois par un dieu, il sera trop tard. Ujiha est très heureux de sa nouvelle acquisition, car il pense que l'ouvrier qu'il a réincarné dans l'autre monde souffrira encore plus, et Ujiha a hâte de voir sa souffrance dans la prochaine vie. Car ce guide est en fait un dieu qui se nourrit de sentiments négatifs. Cependant, Ujiha ne s'attendait pas à ce que l'esprit du chien, qui est le seul ami de cet ouvrier japonais, le suive dans l'autre monde. Nous voyons maintenant notre travailleur japonais, qui s'appelle Lian, recevoir sa femme de chambre robotisée et son majordome, Brian, lui révéler que seul Lian peut ouvrir ce paquet, car son paquet utilise un système d'approbation biométrique. Lian le déverrouille et est heureux de voir sa servante robot, qui se présente sous le nom de Maggie. Brian explique qu'elle sera son assistante personnelle et qu'elle sera à son service 24 heures sur 24, sauf pendant la maintenance hebdomadaire qui a lieu tous les 15 jours. Lian vérifie rapidement la qualité de sa construction et remarque à quel point elle est bien faite, ce qui met Brian mal à l'aise. Lian emmène ensuite sa servante dans une salle de jeu, et Brian remarque que Lian se comporte comme un adulte pour son âge. En réponse, Lian lui demande de ne pas s'inquiéter, car même s'il est un enfant, il a l'esprit d'un homme de 36 ans. Mais Brian lui rappelle qu'il est encore un enfant, et Maggie lui explique que l'âge adulte dans l'Empire est d'environ 50 ans, puisque les gens sur ce monde vivent de 500 à 1000 ans. Brian lui demande de ne pas passer trop de temps avec ce robot, car tout le monde dans l'Empire déteste les intelligences artificielles, et si quelqu'un le voit trop proche d'un robot, de mauvaises rumeurs pourraient commencer à se répandre. Lian veut en savoir plus.
Brian lui révèle alors que l'humanité a failli être anéantie par les intelligences artificielles, mais qu'un groupe de personnes courageuses s'est battu pour sauver l'humanité et a créé l'Empire. C'est alors que Lian se demande pourquoi sa mère déteste un robot. Brian hésite à répondre, mais Lian insiste pour connaître la vérité et Brian lui révèle que ses parents l'ont abandonné parce que sa famille est criblée de dettes. Il explique que l'arrière-grand-père de Lian a apporté la prospérité au domaine, mais que ses successeurs n'ont pas suivi ses traces, et c'est à ce moment-là que Lian se demande ce qu'il adviendra de ses rêves et devient un seigneur maléfique. Puis, donnant encore plus de contexte à tout cela, Brian révèle qu'ils ont même perdu le droit d'exploiter les ressources des planètes frontalières, ce qui a considérablement réduit la collecte d'impôts, puisque les industries ne peuvent pas faire de bénéfices. Lian se rend compte qu'il ne peut pas rembourser la dette et que les choses ne feront qu'empirer à partir de maintenant, et il est très déçu. Pendant ce temps, les habitants de la planète sur laquelle règne Lian essaient de comprendre comment un garçon de 5 ans est devenu un seigneur. Ils craignent que Lian augmente encore les impôts, mais le propriétaire du pub dit qu'il espère qu'il sera quelqu'un de bien. Revenant à Lian, il demande à Brian si ses parents ne l'ont tué que pour qu'il hérite de leurs dettes, et Brian répond que c'est malheureusement la vérité. Cependant, pour Lian, ce problème peut encore être résolu. Il dit que Brian et Amaji sont différents de ses parents et propose qu'ils travaillent ensemble. Cependant, Amaji refuse l'idée et dit que son seul travail est de le servir. Mais Lian dit qu'elle ne peut pas se soustraire à ce travail si facilement, puisqu'il a tellement besoin d'elle. Amaji promet de toujours l'accompagner, ce qui réjouit Lian. Il décide alors de créer 3 règles qu'Amaji devra respecter. Dans notre monde, nous avons des règles pour les royaux, mais il décide de les modifier un peu avant de les transmettre à Amaji, car il ne se soucie de personne d'autre que de lui-même. La première règle est qu'elle ne doit jamais blesser son maître ou le laisser se blesser. La deuxième règle stipule qu'elle doit toujours suivre ses ordres, sauf si ceux-ci vont à l'encontre de la première règle, et la dernière règle lui demande de préserver sa propre existence autant que possible. Après lui avoir donné ces règles, Lian lui demande des suggestions pour améliorer son territoire. Elle lui révèle alors que, bien que ses idées en tant qu'intelligence artificielle aillent à l'encontre de certaines croyances de l'Empire, elle est capable de l'aider à administrer son territoire. Lian trouve cela formidable, car il ne comprend rien à la gestion d'un territoire, et elle s'occupera donc de toute la bureaucratie à sa place. Elle dit qu'elle peut le faire, mais elle lui propose aussi d'utiliser une capsule éducative capable d'implanter 10 ans d'apprentissage en seulement 6 mois, tout en renforçant son corps. Il s'inquiète de ne pas savoir ce qui se passe sur son territoire pendant son absence, mais Amaji peut tout gérer pour lui pendant ce temps. Brian s'empresse de dire que c'est une mauvaise idée, car il pense que l'Empire n'acceptera pas qu'une IA soit aux commandes, mais Amaji lui fait remarquer qu'il n'y a aucune règle qui s'y oppose. Lian ordonne à Brian de préparer la capsule d'apprentissage et confie à Amaji le soin de s'en occuper pendant son absence. Avant d'entrer dans la capsule, Lian demande à Amaji si elle ressent des émotions, et elle répond qu'elle ne comprend pas vraiment ce que sont les émotions, mais lui dit que lorsqu'il a suggéré qu'il forme une équipe, son système s'est surchargé d'informations. Puis, alors que la capsule est activée, il lui demande de s'occuper des choses pendant son absence. Et peu après, il entre dans un profond sommeil. 6 mois passent, et lorsque la capsule s'ouvre enfin, Amaji accueille Lian et l'avertit qu'il a dormi pendant 2 ans afin d'acquérir beaucoup plus de force et de connaissances, et qu'il est effectivement plus fort, mais qu'il devra suivre une rééducation pour s'adapter à son corps plus développé. Il accepte rapidement et peu après, Amaji l'informe de la situation économique actuelle de son territoire, ce qui le rend heureux de voir qu'elle le gère bien. Mais il est encore loin d'avoir remboursé toutes ses dettes. Lian veut explorer son environnement, et Amaji l'emmène donc au port spatial de l'armée, ce qui l'impressionne. Elle lui montre ensuite la base de ses robots géants, et Lian est enthousiaste à l'idée d'en piloter un. Elle lui fournit donc tout ce dont il a besoin et lui explique que ses mouvements de base sont automatiques et ne requièrent que son imagination. Il apprend rapidement à se déplacer et demande à tester ses aptitudes au combat. Elle organise alors un simulacre de combat. Il affronte un capitaine appelé Mashita, mais se rend compte que l'homme le sous-estime et demande à Mashita de prendre le combat au sérieux. Lian attaque à nouveau, mais il est rapidement désarmé et mis à terre par Mashita, surpris de sa défaite. Amaji explique que les mouvements dépendent de la visualisation mentale et que les combattants plus expérimentés comme Mashita ont un grand avantage. Conscient de ces lacunes, Lian demande à Brian de lui trouver un professeur de combat. Mais Brian tente de le convaincre qu'il n'en a pas besoin. Cependant, Lian insiste, car il a été maltraité dans sa vie précédente, et il pense qu'il doit devenir plus fort pour devenir un seigneur puissant. Quelque temps plus tard, Lian rencontre Yasushi, le maître de la Voie de la Lumière.
Amaji soupçonne Yasushi d'être un imposteur, mais Lian pense qu'il s'agit d'un vrai guerrier qui s'est isolé pour s'entraîner et devenir plus fort. Yasushi se place donc entre des colonnes de bois et explique un peu sa technique secrète, la voie de la foudre. Il dit qu'il ne va utiliser son pouvoir qu'une seule fois et demande à Lian d'être attentif. Lian demande rapidement à Amaji de tout enregistrer. Et lorsque Yasushi sort son épée, tous les rondins de bois sont coupés, ce qui fascine Lian, et lorsqu'il demande à Amaji ce qu'elle a pensé de tout cela, elle dit qu'elle n'a pu enregistrer aucun des mouvements de Yasushi, ralentissant même beaucoup la vidéo, ce qui fait croire à Lian que Yasushi est très impressionnant. Lian accepte donc Yasushi comme maître. Mais nous découvrons qu'en fait Yasushi avait déjà coupé ses troncs auparavant et qu'il a seulement fait semblant d'utiliser une technique spéciale afin de s'assurer un travail facile. Ce qui rend Guy très heureux, car cela assurera un grand malheur à Lian. Pendant ce temps, une noble blonde va négocier la paix avec les pirates. Mais leur chef, le Goaz, se moque d'elle parce qu'elle est venue seule. Christiana l'avertit que la flotte de l'Alliance est prête à intervenir s'il tente quoi que ce soit. Mais elle reçoit un avertissement selon lequel les pirates ont encerclé sa planète. Elle se demande comment cela a pu se produire, et Goaz lui révèle alors qu'il y a des gens au sein de l'Alliance qui ne lui sont pas loyaux et qui haïssent son pays. C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que sa propre flotte d'escorte pointe ses armes en direction de son vaisseau. Elle n'en croit pas ses yeux et le Goaz lui révèle qu'elle les a payés pour la trahir. De plus, si elle veut protéger sa planète, elle devra lui obéir. Après cela, nous faisons un saut dans le temps de 3 ans, et nous constatons que depuis que Lian a commencé son entraînement, il n'a toujours pas réussi à maîtriser la technique de son maître. Magic lui propose alors de continuer à pratiquer les bases, mais il insiste pour apprendre la technique spéciale. Le soir venu, nous constatons que Yasushi lit tranquillement le manga dans sa chambre. Il n'en revient toujours pas de gagner autant d'argent pour un travail aussi simple, et son plus grand rêve est que tout reste ainsi. Mais Lian arrive à l'improviste dans sa chambre, et il cache rapidement son manga pour reprendre son sérieux. Lian insiste pour apprendre la technique secrète, mais Yasushi menace de mettre fin à son entraînement et rappelle à Lian qu'il avait promis de ne lui montrer la technique qu'une seule fois. Yasushi fait semblant d'être très en colère, et Lian s'excuse immédiatement et quitte la pièce. Yasushi est soulagé qu'il soit parti, car il ne sait pas comment enseigner quelque chose qu'il ne connaît pas lui-même. Pendant ce temps, nous constatons que Christiana a été faite prisonnière par les pirates Goaz il y a longtemps. Elle demande à Goaz quels sont ses projets et il lui répond qu'il lui a préparé un endroit spécial. Elle est un peu confuse, jusqu'à ce qu'il ordonne soudain à sa flotte de se diriger vers sa planète. La jeune fille le supplie désespérément d'arrêter, mais Goaz donne l'ordre de tirer et elle ne peut qu'assister à la destruction de sa planète. Sur la planète de Lian, celui-ci s'en veut beaucoup de ne pas avoir réussi à apprendre la technique spéciale de Césaire. Amaji lui remet un rapport mensuel, avec des graphiques montrant la situation économique de son empire. Elle lui apprend que ses dettes restent inchangées, mais que la production et les ventes augmentent, ce qui réjouit Lian. Cependant, elle remarque aussi que certains programmes, comme l'aide sociale, ne progressent pas autant qu'ils le devraient. Lian examine attentivement les rapports financiers et constate des problèmes. Il appelle donc immédiatement la personne responsable. Lian accuse l'homme de corruption, disant qu'elle a découvert ses fausses factures et des changements de fournisseurs suspects. L'homme tente de se défendre, mais Amaji révèle qu'il existe un dossier ouvert contre lui, prouvant qu'il a réussi à accuser injustement un subordonné, et que ce même subordonné a été exécuté sans aucune preuve. Cela met Lian en colère, car il se souvient des souffrances qu'il a connues dans sa vie passée. Il perd donc patience et exécute immédiatement l'homme corrompu. Il ordonne ensuite à Amaji d'exécuter tous les nobles corrompus, mais elle lui demande de se calmer. C'est alors que Lian réalise que c'est la première fois qu'il tue quelqu'un. Il est un peu secoué et n'arrive pas à lâcher son épée. Amaji l'aide et lui explique que s'ils éliminent tous les corrompus, ils n'auront plus personne pour faire le travail. Amaji suggère d'utiliser des androïdes dotés d'une intelligence artificielle pour tout gérer et il accepte, disant qu'il ne se soucie pas de choses comme la réputation. Dans le même pub, tout le monde commente la façon dont Lian a puni les fonctionnaires corrompus et augmenté la durée de l'enseignement obligatoire sur sa planète, qui est passée de 3 à 6 ans. Ils sont également satisfaits de la progression des affaires, même s'ils ne veulent pas l'admettre, ils sont impressionnés par tout ce que le nouveau seigneur a accompli en seulement 5 ans. Nous voyons maintenant que Lian veut évaluer ses progrès, car il maîtrise déjà les bases du combat à l'épée. Mais Yasushi l'avertit qu'un équipement ordinaire limitera son potentiel, et Lian se trompe complètement. Pour lui, les mouvements automatiques d'un robot vont saper tout ce qu'il a appris. Il demande donc à Mashita s'il existe une option avec un contrôle plus manuel. Mashita parle alors d'une unité personnelle pilotée par son arrière-grand-père, et en remontant dans le temps, nous voyons Yasushi chercher quelque chose à voler dans l'entrepôt, car il a peur de perdre son emploi maintenant que Lian connaît les bases.
Il trouve un robot abandonné et a une idée incroyable. Il peut utiliser cette machine pour tromper Lian et prolonger son emploi. De retour dans le présent, Lian demande à Brian de réparer le chevalier mobile Avidia. Brian est déconcerté par l'insistance de son maître à utiliser un modèle manuel aussi complexe, et il ne comprend pas non plus pourquoi Lian s'entraîne à faire des mouvements dans les airs depuis des jours. Lian explique qu'il essaie de reproduire la technique secrète de son maître et qu'il est déterminé à s'entraîner jusqu'à ce qu'il puisse l'utiliser. Amaji vérifie Avidia et se rend compte que Yasushi n'est pas le véritable maître de l'épée, mais elle promet de faire un effort pour restaurer ce robot, puisque Lian insiste pour l'utiliser. Le lendemain, Lian et Amaji rencontrent Nia, ingénieure à l'usine d'armement. Elle a été appelée pour réparer l'Avidia, et lorsqu'elle réalise qu'Amaji est un androïde doté d'une intelligence artificielle, Nia est complètement enthousiasmée par sa technologie avancée. Lian pensait qu'elle n'aimerait pas Amaji. Il l'emmène à l'Avidia, et Lian demande s'il y a un moyen de le réparer. Mais Nia dit que la machine est presque irréparable et suggère qu'il se procure un nouveau modèle. Malgré cela, Lian insiste pour l'utiliser, et elle avertit que les réparations seront coûteuses, car ce modèle est si vieux qu'il n'y a plus de pièces disponibles. Mais il ne s'inquiète pas du coût et dit qu'il veut quelque chose d'impeccable que personne ne peut battre. Nia est très enthousiaste et accepte rapidement sa proposition. Il lui demande d'ajouter des mouvements spéciaux, comme un coup de poing en forme de fusée, mais elle est confuse, alors il lui explique que le coup de poing en forme de fusée est un mouvement élégant où le poing de votre maître jaillit comme une fusée. Yasushi arrive peu après et tombe immédiatement amoureux de Nia, mais lorsqu'il essaie d'attirer son attention, elle ne fait même pas attention à lui, car elle est trop concentrée sur la discussion avec Lian à propos du coup de poing de la fusée. Elle accepte de répondre à la demande de Lian, ce qui rend Yasushi jaloux, car la fille dont il vient de tomber amoureux préfère ne parler qu'à Lian. Pour se venger, Yasushi oblige Lian à suivre un entraînement intensif, où il doit se tenir en équilibre sur un rondin pendant que Yasushi lui lance des balles de tennis. Lian se plaint qu'il a du mal à garder l'équilibre avec les yeux bandés et que son épée est trop lourde, mais Yasushi rit et lui dit qu'il doit utiliser tous ses sens. Au même moment, on voit Goas avertir Christiana qu'il va l'emmener sur son île privée où sont conservés ses trésors et que c'est là qu'il l'ajoutera à sa collection. Il lui montre ensuite son animal de compagnie, mais un scientifique s'aperçoit qu'il est mort et le jette dans l'espace. Goas révèle alors que Christiana sera sa nouvelle remplaçante et qu'il a déjà une idée de ce qu'il va faire d'elle. Il dit qu'il va lui arracher les yeux et les implanter dans sa main pour qu'elle puisse assister à la déformation de son corps. De l'autre côté de l'écran, on voit que les habitants de la planète de Lian sont heureux de la croissance économique, et quelqu'un dit que tout va mieux qu'à l'époque de son grand-père. Tout le monde est satisfait de l'évolution de la planète. Une fois de plus, on dit que Lian fait du bon travail. Nia a terminé la restauration de l'Arvide et le présente à Lian, qui ne tarit pas d'éloges sur son travail. Elle l'emmène ensuite dans le cockpit pour lui apprendre le fonctionnement du robot, et le robot scannait son corps, l'enregistrant comme pilote officiel et faisant de lui le seul capable de le faire fonctionner. Cependant, lorsque Lian perd le contrôle, le robot tombe soudainement, et elle explique que, contrairement aux robots actuels, ce robot n'a pas de système d'équilibrage automatique, et qu'il est donc très difficile à contrôler. Cependant, Lian parvient à soulever le robot et à quitter la base avec lui, surprenant même Nia, qui se rend compte que ce garçon est très doué. Elle lui fait comprendre que son imagination est fondamentale pour le fonctionnement du robot et lui conseille de réfléchir à ce qu'il veut faire ensuite, mais il ne peut penser à rien d'autre qu'à sa personnalité. En conséquence, le robot commence à agir selon ses pensées et Nia se rend compte qu'il a des pensées inappropriées à son égard. Yasushi est furieux d'avoir perdu la fille qu'il aimait au profit de Lian, tandis que Brian est heureux que Lian s'intéresse enfin à quelqu'un d'humain. Lian tente de s'expliquer, disant qu'il n'est pas un pervers. Mais le robot commence à faire un autre mouvement étrange, ce qui rend Yasushi encore plus furieux. Lian reprend son entraînement, mais il n'arrive toujours pas à maîtriser la technique de Yasushi, ce qui lui fait croire qu'il n'est pas assez doué. Mais Amaji le rassure en lui disant que le problème réside dans la façon dont Yasushi lui enseigne. Elle conseille à Lian de ne pas faire autant confiance à ce maître, mais il se trompe et commence à penser que le problème vient de lui, car il ne fait pas assez confiance à maître Yasushi. C'est alors qu'il se rend compte que la magie existe dans ce monde et qu'elle doit être le seul moyen de couper quelque chose sans bouger. Lian passe donc des mois à s'entraîner pour maîtriser son pouvoir magique, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à réaliser une partie de la technique et à en faire la démonstration à Yasushi. Lian parvient facilement à couper une bûche en deux, ce qui laisse Yasushi lui-même sous le choc, lui qui pensait que c'était impossible. Malgré cela, Yasushi fait semblant d'être calme et dit à Lian qu'il a encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre son niveau. Ensuite, Amaji apparaît et informe Lian que des pirates attaquent sa seule planète avec des ressources.
C'est la seule planète qui n'a pas été confisquée par ses créanciers. Elle explique que l'Empire n'a pas pris cette planète à cause de l'environnement hostile et des difficultés d'exploitation, mais qu'il a récemment construit une installation qui lui rapporte des bénéfices et qu'il ne sait pas combien de temps l'armée qui protège cette planète tiendra. Il demande alors à Amaji si elle a une stratégie, et elle suggère d'attaquer depuis l'angle mort de la planète en utilisant l'horizon comme couverture. Et elle mentionne que pendant la courbe gravitationnelle, ils peuvent utiliser les freins aérodynamiques pour surprendre les pirates d'en haut. Lian décide de suivre sa stratégie et ordonne à tout le monde de se préparer au combat. Ses instructions sont très claires, ils doivent capturer les vaisseaux pirates pendant qu'ils protègent l'installation. Brian pense qu'il est trop dangereux pour Lian de s'impliquer directement dans la lutte contre les pirates, mais Lian n'acceptera pas qu'on lui prenne quoi que ce soit. Il veut aussi tester tout ce qu'il a appris. Dès que la flotte de Lian arrive sur leur planète, Annie se réjouit car Lian va utiliser la vide pour la première fois, ce qui va lui permettre d'obtenir des informations importantes pour ses recherches. Il prend ses ennemis par surprise en utilisant les nuages pour se cacher et élimine plusieurs chevaliers sans aucun dommage. Les pirates tentent de se disperser et de se faufiler par derrière, mais il les vainc tous facilement, et répète même l'enseignement de son maître selon lequel il ne faut pas se fier uniquement au physique, mais aussi voir avec l'esprit. Les pirates commencent à lui tirer dessus avec des lasers, alors il sort son fusil et frappe ses ennemis avec une précision absurde. Les pirates en viennent à croire qu'ils disposent d'un radar très perfectionné et comprennent qu'ils ne parviendront à rien en se cachant. Ils essaient donc de le poursuivre tous en même temps, mais Lian utilise la technique spéciale qu'il a apprise de son maître et les élimine tous à distance. Les pirates se rendent compte qu'ils ne sont pas à la hauteur et commencent à s'enfuir. Lian décide alors de tenter un coup spécial, mais au lieu de réussir l'attaque qu'il avait imaginée, c'est un missile géant qui est lancé en direction des pirates, ce qui le met en colère, car ce n'est pas ce à quoi il s'attendait. À ce moment-là, Mag le contacte et lui apprend qu'ils n'ont réussi à capturer que 10% des navires ennemis, que 60% d'entre eux ont réussi à s'enfuir et que 30% ont été détruits au cours du combat. Malgré tout, il est satisfait de son premier succès et ne manque pas de louer la stratégie de Mag, qui est très heureuse. Le chef des pirates découvre que ses subordonnés n'ont pas réussi à s'emparer de cette planète. Il ordonne donc l'exécution des lâches de sa propre flotte qui se sont échappés, afin que cela serve d'exemple à tout le monde. Puis il se tourne vers Christiana et lui dit qu'il va encore jouer avec elle, et c'est à ce moment-là que l'on voit à quel point elle a souffert de ces cruelles expériences. Dans le même temps, Mag dit à Lian que sa mission s'est très bien déroulée et qu'il aime beaucoup les résultats. Elle dit qu'ils ont réussi à capturer plusieurs navires pirates et explique que, selon les règles de l'Empire, ils sont désormais propriétaires des navires et de tout le butin. Lian est un peu contrarié par le fait qu'ils n'ont pas trouvé d'or ou de diamants. Mais Brian explique que dans ce monde, ils n'ont pas beaucoup de valeur et que les métaux trouvés sur les navires sont beaucoup plus importants. Malgré tout, Lian veut de l'or, mais Brian lui rappelle qu'il en a déjà beaucoup. Il s'avère que Lian stocke de l'or parce qu'il veut fabriquer des pièces d'or, ce qui est un grand luxe pour lui. Mais Brian lui dit qu'ils ne peuvent pas encore le faire parce qu'ils n'ont pas de forgeron professionnel. Après cette petite bataille, Mag remarque que la famille Banfield possède environ 10 000 navires de guerre, mais que seuls 30% d'entre eux peuvent participer à une véritable bataille. Lian s'étonne qu'ils aient gagné avec seulement 30% de la flotte disponible, et Mag répond qu'ils ont gagné parce que les pirates les ont rabaissés, mais Lian dit que c'est sa tactique qui a fait la différence dans la bataille. Il n'apprécie pas le fait que plus de 70% des navires soient hors d'usage et Mag propose de tous les démanteler, mais Brian n'est pas d'accord, car il pense que la quantité est importante pour intimider les rivaux. Elle suggère de vendre les métaux des pirates et d'utiliser l'argent pour acheter des navires d'occasion. Mais Brian n'est pas d'accord car il considère la flotte comme un symbole de la famille. Malgré tout, Lian décide d'accepter sa suggestion, car l'orgueil de son père n'a apporté que des dettes à la famille. Pendant ce temps, Nia fait une présentation du nouveau modèle de navire de sa compagnie. Elle affirme fièrement que ce navire est supérieur aux autres. Mais sa rivale, Elysia, présente le navire de son équipe, qui, contrairement à celui de Nia, est entièrement axé sur le confort et les loisirs, et pas seulement sur l'aspect pratique. L'armée impériale choisit donc les navires d'Elysia, et Nia se plaint que son modèle est plus solide, mais Elysia affirme que les deux sont excellents parce qu'ils ont été créés par des professionnels de haut niveau. Selon elle, le secret de la force d'un navire réside dans les personnes qui le pilotent, et plus l'équipage est à l'aise, plus il sera efficace dans sa mission. Elysia fête ensuite sa victoire, mais Nia n'accepte pas de perdre, car elle a investi beaucoup de temps et d'argent dans son projet. Elle pense qu'elle va recevoir une fessée de la part de son patron, mais elle se souvient vite de Lian, qui préfère toujours le pratique au confortable. Pendant ce temps, le guide continue de se nourrir de la négativité de chacun. Il pense que Lian s'est déjà très mal débrouillé dans ce monde, mais lorsqu'il décide de jeter un coup d'œil sur la planète de Lian, il est surpris de voir que les choses s'y passent très bien. Et le guide commence à se demander s'il n'a pas fait quelque chose de mal.
Il se souvient qu'il a envoyé le pire maître de sabre possible et qu'il a laissé Lian endetté. À Ambar, nous voyons les mêmes figurants que d'habitude, et il commente la victoire de Lian sur les pirates. Là, Yasushi dit que l'un de ses apprentis s'est avéré être une surprise, même meilleur que lui. Le guide est très ennuyé par toutes ces discussions et va voir Lian, qui s'entraînait à un mouvement spécial avec Magi. Lian lui demande d'évaluer son mouvement et de le comparer à celui de son maître, et lui répond que son mouvement devient presque identique, mais Lian croit toujours que Yasushi l'a ménagé juste pour qu'il ait une chance d'apprendre. Il commence à se souvenir de l'époque où il a été abandonné par ses parents et s'est embourbé dans les dettes. À l'époque, il pensait que sa vie ne ferait qu'empirer, mais les choses se sont améliorées et il est devenu un grand épéiste. Il est persuadé que c'est grâce au guide qu'il a réussi dans la vie et il le remercie du fond du cœur. Le guide ne supporte pas l'optimisme de Lian car c'est une sorte de poison pour lui. Mais il réussit à survivre grâce à la négativité de Yasushi. Il se demande s'il n'a pas envoyé Lian au mauvais endroit, mais il écarte rapidement cette idée et pense qu'un jour ou l'autre, Lian retrouvera la raison. C'est alors que Magi annonce à Lian que l'armée impériale est en train de renouveler sa flotte et de vendre ses anciens navires à prix réduit. Mais au milieu de ces ventes, il y a un détail très spécial. Celui qui achètera ces vaisseaux devra accepter les membres d'équipage qui s'y trouvent déjà, car l'Empire se débarrasse toujours des personnes dont il ne veut pas. Elle lui fait remarquer que ce sera dur pour sa poche, mais qu'il peut s'en sortir et que les officiers expérimentés de l'Empire peuvent l'aider beaucoup. Le guide entend tout et prépare déjà un plan, son but étant d'envoyer des soldats sur Érigide qui n'accepteront pas les attitudes d'un seigneur du mal. Son but est de retourner tout le monde contre Lian et de provoquer une révolte. Yasushi est encore en train de se remettre de sa gueule de bois quand soudain Nya apparaît, le félicitant d'avoir fait de Lian un maître de l'épée. Yasushi croit qu'elle s'intéresse enfin à lui, mais elle veut juste connaître les goûts de Lian, et il se trompe. Il croit qu'elle flirte et finit par révéler tous ses goûts étranges. L'autre jour, Nya se présente devant Lian en portant une tenue dont Yasushi lui avait parlé. Il comprend qu'elle est là pour vendre quelque chose, et elle révèle qu'elle est là pour vendre les nouveaux vaisseaux qu'elle a mis au point. Seul Lian dit qu'il a déjà acheté les anciens vaisseaux de l'armée impériale, mais Nya n'abandonne pas. Elle dit qu'elle n'a pu convaincre personne d'acheter ces vaisseaux, alors Lian est son dernier espoir, et qu'elle doit vendre au moins 100 ou 200 vaisseaux. Elle dit même que le paiement peut se faire en plusieurs fois, mais Lian ne veut plus entendre parler de dette. Elle tente même de le séduire, mais cela ne fait que lui rappeler que sa femme avait l'habitude d'acheter des vêtements de ce genre et qu'elle ne les portait jamais avec lui. Il commence donc à penser que ces vêtements ont été portés par quelqu'un d'autre. Malgré tout, parce que Nya s'humilie devant lui, Lian accepte de lui acheter 300 bateaux, et elle promet de livrer tous les bateaux rapidement. Par la suite, Nya dit même à sa collègue de travail qu'elle a réussi à faire de bonnes ventes grâce à son charme. Mais son ami ne la croit pas, car Nya n'a même pas l'air d'avoir un corps aussi bien accordé. À proximité, Brian et Yasushi entendent tout, et Brian commence à croire que sa patronne est tombée dans un piège, tandis que Yasushi pense que Lian a eu de la chance et a réussi à dévorer la fille qu'il adore. Lian reçoit les clés des navires qu'il a achetés avec Nya et l'armée impériale, mais Yasushi est toujours en colère, pensant que Lian lui a volé sa petite amie. Le guide remarque que le ressentiment grandit chez Yasushi, et il veut le voir grandir. Son but est de pousser Yasushi à détruire la carrière de Lian, et en tant que maître du garçon, Yasushi peut facilement le faire. Ensuite, Lian et Magi vont voir les nouveaux vaisseaux de guerre. Lian comprend rapidement pourquoi l'Empire a préféré les autres modèles, car les vaisseaux de Nya ne sont pas luxueux, mais il ne regrette pas son achat. Nya soutient que le luxe ne sert à rien au combat, mais il affirme que le confort fait toujours la différence. Elle en profite pour expliquer l'entretien de ses vaisseaux et propose même une extension de garantie, mais Lian refuse toute dette. Nya demande la permission de garder quelques navires pirates, mais Lian refuse car il les veut dans sa propre flotte. Magi propose de donner une petite partie à Nya, à condition qu'elle puisse rendre les autres navires utilisables pour eux. Elle accepte, car elle est très intéressée par l'analyse des navires des pirates. Elle dit que rendre tous les navires identiques est simple comparé au défi que représente la collecte d'informations sur la technologie des pirates. Lian a alors une idée en tête et décide d'inspecter personnellement les navires des pirates, mais il se rend vite compte qu'ils n'ont rien à voir avec les navires de guerre qu'il connaissait déjà. Nya est également stupéfaite de voir la technologie des pirates, et en pleine analyse, Lian trouve une roue de navigation et demande à Nya d'en mettre une identique sur son navire. Elle pense que c'est inutile à côté des commandes modernes, mais Lian insiste sur le fait qu'il se fiche de savoir si c'est efficace ou non, car pour lui, c'est l'apparence qui compte. Nya continue d'observer le vaisseau et découvre qu'il est équipé de lasers gravitationnels fonctionnant sur un plan alternatif.
tandis que le générateur d'éther fonctionne en phase inverse. Semblable à celui qu'il avait dans sa vie antérieure, il décide de suivre la créature et se retrouve dans la salle de contrôle du vaisseau. Maggie active le système, qui lui révèle que cet endroit enregistre tous les déplacements du vaisseau et il est clair que ce vaisseau a déjà envahi plusieurs régions de l'Empire. Elle remarque également qu'à chaque fois qu'il termine un raid, les pirates s'échappent par des portails situés aux portes de l'Empire, un lieu où se déroulent toujours des conflits entre l'Empire et d'autres nations. Léon se rend compte que cette région est une zone de non-droit, complètement hors de portée de l'Empire, un endroit parfait pour les pirates. Il lui demande les coordonnées, mais Maggie lui explique que les données changent tout le temps. C'est pourquoi elle pense que le refuge des pirates doit se trouver sur une petite planète isolée, mais l'orbite est tellement folle que l'on ne peut s'y rendre qu'en connaissant l'emplacement exact. Léon soupçonne qu'il ne s'agit pas d'une simple cachette, mais d'une sorte d'île au trésor où les pirates cachent leurs richesses, et il décide de se lancer dans une chasse au trésor. Pendant ce temps, Goas rencontre les survivants de la dernière bataille contre Léon, et il est très en colère d'avoir été vaincu par un simple noble de 5e rang. Il ordonne au groupe de se préparer à attaquer la famille Banfield. Mais avant de partir, il élimine les pirates qui ont échoué contre Léon. La flotte de Léon s'organise pour attaquer la prétendue planète au trésor, mais Maggie les prévient qu'ils doivent passer par un portail géant contrôlé par l'Empire, qui se trouve près de la frontière. Elle demande l'autorisation de franchir le portail, mais les administrateurs lui refusent l'entrée. Un administrateur leur explique que pour passer le portail, ils doivent payer une taxe qui varie en fonction du nombre de vaisseaux et de la distance du saut. Léon dit qu'il peut payer plus tard, mais l'administrateur dit qu'il ne peut pas les libérer tant qu'ils n'ont pas payé, car la famille Banfield a la réputation de ne jamais payer ses dettes. L'administrateur ajoute que si quelqu'un de confiance signait une lettre de crédit pour eux, ils pourraient utiliser le portail. Mais malheureusement leurs relations avec les autres nobles sont mauvaises. Léon tente d'en parler, mais l'homme ne veut pas bouger, et il décide donc d'essayer de résoudre le problème en face à face. Maggie se demande si cela va aider, mais Léon croit en son pouvoir de persuasion. Pendant ce temps, Gua et sa flotte arrivent également au portail. Ils ont l'intention de l'utiliser pour atteindre la planète de Léon et anéantir tout ce que notre héros a construit. Léon se rend chez le manager, mais celui-ci reste inflexible sans paiement. Léon essaie d'inventer une histoire, disant qu'il a besoin de voir sa mère, qui est sur le point de mourir, mais le directeur comprend tout de suite qu'il s'agit d'une excuse. Après tout, Léon ne prendrait pas une flotte de guerre juste pour voir sa mère. Soudain, l'administrateur est informé de l'approche de la flotte des Gua et dit à Léon qu'il doit s'occuper d'autres affaires. C'est à ce moment que Léon revoit l'esprit du chien et décide de le suivre. Le directeur et son équipe activent une passerelle pour les pirates, et l'un des administrateurs se rend compte que cela pourrait amener les pirates face à la flotte de Léon. Mais tous ces administrateurs décident d'ignorer ce problème, car tout ce qui compte pour eux, c'est d'obtenir l'argent de la banlieue de Gua. Au même moment, Léon arrive à la salle de contrôle et constate qu'elle est vide. Il en conclut que l'administrateur a fait exprès de laisser l'endroit désert, et lorsqu'il regarde l'écran, il se rend compte que son passage a été libéré. Cependant, il se rend compte que l'administrateur a fait une erreur, car le flux du vortex va dans l'autre sens. Il manipule donc les commandes, ce qui a pour effet de tout chambouler et de piéger les pirates à l'intérieur du portail. Maggie le rappelle à bord, lui disant qu'elle a déjà obtenu une lettre de crédit, et il s'étonne de ne pas savoir qui leur aurait donné ce pouvoir. Elle lui révèle alors que c'est l'usine d'armes de Nia qui a offert cet avantage, puisqu'il leur a acheté un nouveau modèle, et a même fourni quelques navires pirates pour l'analyse. La flotte du Lion traverse donc le portail de distorsion et progresse rapidement jusqu'à la planète au trésor. Les pirates et les Gloa, quant à eux, restent piégés dans le vortex. Ils se rendent compte que le voyage a duré trop longtemps et commencent à s'inquiéter. Lorsqu'ils s'échappent enfin, ils se retrouvent dans la zone d'entraînement de la flotte impériale, entourés d'une gigantesque mer de vaisseaux ennemis. Dès que la flotte du Lion arrive sur la planète des hors-la-loi, Maggie fait remarquer qu'il y a environ 20 000 navires pirates, mais que la plupart d'entre eux sont désactivés. Elle suggère une attaque surprise, et le Lion ordonne rapidement à tout le monde d'attaquer la flotte pirate. En même temps, il monte dans son mécha de guerrier et se lance à l'assaut des pirates, qui n'ont aucune chance contre lui. Il esquive facilement les coups de feu tirés dans sa direction et utilise sa roquette pour détruire de nombreux ennemis. Maggie leur annonce ensuite que tous les pirates ont été vaincus et leur demande d'envoyer les chevaliers mobiles pour finaliser le nettoyage du site. Dans un flashback, on voit Christiana revenir au royaume après avoir chassé les pirates de l'espace, et ses parents tiennent à la féliciter, reconnaissant à quel point elle a contribué à maintenir la paix. Son frère Ricard est un peu jaloux, car tout le monde ne parle que de ses exploits, alors qu'ils disent qu'il fuit les responsabilités de sa famille. Mais elle lui explique qu'il est le suivant dans la hiérarchie et qu'il n'a pas besoin de se risquer en première ligne. Au même moment, sa jeune sœur s'enthousiasme,
voulant savoir si elle peut elle aussi devenir chevalier, et Christiana promet de lui enseigner quand elle sera grande. C'est alors que l'on assiste à la destruction de la planète et que la famille de Christiana se rend compte qu'elle a été abandonnée. Bien qu'ils disposent d'une ligne de défense avec les vaisseaux de l'Alliance, les pirates continuent d'attaquer sans relâche. Ils détruisent le bouclier du palais et une gigantesque explosion se produit. Peu après, nous voyons Christiana piégée à l'intérieur du navire de Goas avec les autres captifs. Elle essaie de calmer tout le monde en disant que la résistance va bientôt arriver pour sauver tout le monde, mais c'est Goas qui arrive, accompagné d'un scientifique, et Christiana lui demande de mettre fin à sa vie, car elle préfère mourir plutôt que d'avoir honte. En échange de sa mort, elle lui demande de libérer les autres, mais Goas dit que son but n'est pas de la tuer. Après tout, la capturer a été assez difficile. Il dit qu'ils sont tous ses jouets, mais qu'il veut quand même jouer le gentil, alors il accède à sa demande et lui demande de choisir l'un de ses otages à libérer. Seulement, au lieu de lui faire peur, Goas l'emmène au laboratoire et le scientifique commence à modifier son corps. Christiana se souvient de sa promesse de le torturer, mais il lui dit que les pirates ne tiennent jamais leurs promesses et il demande au scientifique de transformer la jeune fille en quelque chose d'étrange, de grotesque et de dégoûtant. À la fin de la procédure, Goas demande à Christiana de regarder son amie, et la jeune fille elle-même, qui a été transformée en monstre, ne sait même pas ce qui lui est arrivé. Alors que Christiana regarde son amie, Goas lui annonce qu'il va la transformer en quelque chose d'encore pire, ce qui la laisse complètement ébranlée. Elle lui demande pourquoi elle fait cela aux gens, et il lui répond qu'il prend plaisir à voir une belle personne tout perdre et devenir désespérée, ce qui la met encore plus en colère. Mais elle ne peut rien faire. Il installe Christiana sur la chaise, bien qu'elle lui demande de faire autre chose, il l'ignore tout simplement. Il demande où est passée la courageuse jeune fille qui voulait être tuée et dit qu'il a choisi comme deuxième cobaye précisément pour voir la peur réelle dans ses yeux. Il ordonne ensuite au scientifique de lui arracher les yeux et de les placer dans la paume de sa main afin qu'elle puisse voir tout ce qui va lui arriver. À la fin de l'expérience, Christiana supplie le scientifique d'abréger ses souffrances, mais il refuse en disant qu'elle est la préférée du capitaine Goas et qu'il ne serait pas amusant qu'elle abandonne si facilement. Mais soudain, la base est envahie par la flotte de Lin et le scientifique se précipite au centre de commandement où il découvre que presque tous leurs vaisseaux ont été vaincus. Lin envahit l'un des cuirassés, anéantit les chevaliers mobiles de l'ennemi et un soldat l'avertit que les pirates sont presque vaincus. Lin lui demande de finir le travail, tandis que lui-même se met à la recherche de la salle du trésor. Mais il voit surgir de nulle part l'esprit de son chien, qui le guide jusqu'au laboratoire du scientifique, et demandait The Scientist and over Goas's treasure. But the Scientist réalisé that Lin also want some bizarre creature. So est décidé tout take Lin to Goas's laboratory. Les soldats de Lin sont horrifiés après avoir assisté à une scène aussi lourde, et lorsque Lin trouve Christiana, le scientifique dit qu'elle est la préférée de Goas. Le scientifique commence à parler fièrement de son expérience, mais Lin se rappelle combien il a souffert dans son autre vie et tire sur le scientifique. Alors qu'il s'en va, Christiana lui demande qui il est, il se présente et après s'être présenté comme étant Lin, il dit qu'il est responsable de cette invasion et qu'il a déjà éliminé le scientifique qui les tourmentait tous. Elle fond en larmes et le supplie de mettre fin à sa vie et à celle de tous ses amis. Car après toutes les expériences qu'ils ont subies, ils ne peuvent plus vivre normalement. Mais il refuse et lui assure qu'il les ramènera à la normale. Ils seront obligés de vivre avec cette dette, donc ils devront tous faire de leur mieux pour travailler pour lui. Il appelle ses gardes et leur demande d'amener une équipe médicale. L'un des soldats lui demande s'il va vraiment sauver ces gens, car pour récupérer des corps humains, il faut un élixir qui coûte très cher. Lin répond que cela va à l'encontre de ce qu'il prône en tant que seigneur du mal, mais qu'il ne peut pas laisser ces gens derrière lui. Le magicien les prévient alors qu'ils ont trouvé un trésor et que le coût de ces opérations ne sera plus un problème. Pendant ce temps, le guide continue d'aspirer les émotions négatives, mais il n'est toujours pas satisfait car il veut voir Lin souffrir réellement. Anis arrive pour parler à Lin, la félicite pour sa victoire et en profite pour essayer de lui vendre des navires de guerre. Il lui explique qu'il a pris les pirates au dépourvu, puisque leur flotte principale n'était pas là, qu'il n'a même pas eu à sacrifier beaucoup de ses navires, et qu'il n'a donc pas besoin de renfort, mais elle lui rappelle qu'elle a aidé avec une lettre de crédit, ce qui a été fondamental pour qu'il puisse arriver jusqu'ici. Il décide donc d'acheter d'autres navires, mais il demande d'abord à la magicienne si le trésor permettra d'acheter d'autres navires. Elle lui répond qu'après avoir remboursé les dettes et mis de l'argent de côté pour le gouvernement, ils pourront obtenir environ 5000 navires. Anis la remercie joyeusement. Elle commente qu'elle a conclu une grosse vente, encore plus que Lin, et ce dernier la poursuit en disant qu'il n'a pas tout acheté. Dans le couloir, Yasushi réfléchit à une excuse pour soutirer plus d'argent à Lin.
mais il voit bientôt Anis parler de l'affaire des 5000 bateaux. Elle ment en disant qu'elle a dû tout avaler pour conclure l'affaire, ce qui met Yasushi très en colère, se demandant quel genre de choses elle a dû avaler. Au même moment, Lin la cherche, mais Yasushi l'appelle dehors parce qu'il veut le faire souffrir pour s'en être pris à sa copine. Il couvre ensuite les yeux de Lin avec un bandeau et met un poids supplémentaire sur son épée. Après cela, il commence à lui lancer des centaines de balles, et Lin ne peut même pas se défendre correctement. Mais Yasushi intensifie encore l'entraînement, en disant que s'il ne peut pas y faire face, il sera un déshonneur pour la voie de la lumière. Lin pense qu'il est impossible de faire face à autant d'attaques, mais Yasushi lui dit que dans ce monde, rien n'est impossible, et Lin réalise alors qu'il peut utiliser la magie pour se défendre. Il invoque alors une barrière magique autour de lui, qui repousse toutes les attaques et détruit même les robots qui l'attaquaient. Yasushi est surpris par ce que Lin a fait, et en même temps il a peur que Lin découvre qu'il est un imposteur. C'est pourquoi Yasushi dit à Lin qu'il n'a plus rien à lui apprendre et lui demande de continuer à s'entraîner seul. Malgré cela, Lin veut continuer à prendre des leçons, mais Yasushi lui dit qu'il ne peut pas être dépendant éternellement et part en disant que Lin est déjà devenu un maître sur le chemin de la lumière, ce dont Lin lui-même est très honoré. Yasushi s'enfuit, effrayé, tandis que Lin se souvient de tout ce qu'il a déjà évolué dans ce monde et remercie à nouveau le guide, car c'est lui qui l'a réincarné dans ce monde. Même s'il a beaucoup évolué, Lin n'est toujours pas satisfaite du résultat, car son but est d'être un chef tyrannique qui prend plaisir à voir son peuple souffrir, et Brian trouve ce désir un peu étrange. Lin dit qu'il veut régler ses comptes, et Amagi pense qu'il parle d'argent, mais Lin dit clairement qu'il veut se rattraper pour toutes les humiliations qu'il a subies dans son ancienne vie. Brian fait remarquer qu'ils auront besoin de temps pour évaluer la valeur totale du trésor des pirates, car il y a encore beaucoup de choses à analyser, ce qui met Lin en colère parce qu'elle est ignorée. Il réfléchit à ce qu'il lui reste à faire pour devenir vraiment un seigneur du mal. Il a déjà appris l'une des meilleures techniques, égalant son maître Yasushi. Il est maintenant un maître de l'épée, et pour qu'il devienne vraiment un vrai seigneur des ténèbres, il doit avoir de l'argent et des femmes. C'est alors que Thomas, un marchand de la compagnie Renfray, apparaît pour remercier Lin d'avoir vaincu les pirates et lui remet plusieurs pièces d'or en guise de remerciement, ce qui ravit Lin. Lin attend déjà de savoir quelle faveur Thomas veut obtenir, et Thomas explique que sa compagnie traverse des régions dangereuses pour faire des affaires, et qu'il demande donc 100 navires de la flotte de Lin comme protection, car il a peur d'être attaqué par des pirates. Amagi lui rappelle que les nouveaux navires de Lin sont prêts à être utilisés, et elle ajoute que cela permettra aux soldats d'acquérir de l'expérience. Lin accepte alors d'apporter son soutien, mais demande plus d'or en échange, ce que Thomas accepte. Après cette rencontre, Thomas constate que la domination de Lin progresse. Pour lui, Lin est un souverain qui sort des sentiers battus, car il sait utiliser l'argent des impôts pour aider les gens. Mais ce qui l'énerve le plus, c'est que Lin ne veut que de l'or, mais Thomas lui-même s'en moque, car l'or est finalement bien moins cher. Dans le même temps, Brian se réjouit que Lin en soit arrivé au point où tout le monde veut même le corrompre, mais il ne comprend pas non plus l'attachement de Lin à l'or. Brian en conclut que Lin aime l'or en raison de ses propriétés bénéfiques pour la peau, mais Lin lui répond que ce n'est pas son affaire. C'est à ce moment-là que Lin se rend compte que ce qui lui manque, c'est de se constituer un harem, et il décide donc de rassembler les femmes de son territoire. Lin se rend alors dans une nouvelle pièce, entièrement réaménagée, et il dit qu'il veut une piscine pleine d'alcool, et qu'il veut aussi beaucoup de viande suspendue au pilier. Amagi dit qu'elle ne peut pas l'en empêcher, car c'est lui le patron. Mais elle avertit que remplir une piscine d'alcool pourrait être dangereux, libérer des gaz dangereux et peut-être même provoquer une explosion. Brian ne recommande pas non plus de suspendre de la viande au plafond, pour des raisons d'hygiène, et Amagi est d'accord, expliquant les inconvénients. Lin est obligé d'admettre que ses idées sont mauvaises. Malgré tout, il ne veut pas renoncer à son harem, et tous deux le soutiennent, car Brian tient absolument à ce qu'il est un héritier, sinon la maison Banfield sera finie s'il lui arrive quelque chose. Lin leur demande d'appeler de belles femmes pour qu'il puisse choisir celles qu'il trouve intéressantes, et Brian demande combien de femmes composeront le harem. Lin répond que 100 femmes, c'est bien, mais Brian ne comprend pas comment il peut se satisfaire de si peu. Amagi dit qu'elle a trié 10 000 candidates et qu'elle pense qu'au moins 1000 d'entre elles devraient être invitées, mais Lin pense que c'est exagéré. Il dit que cela n'a pas de sens d'avoir un harem aussi grand, et Brian dit que rencontrer plusieurs femmes aidera Lin à trouver celle qui lui plaît vraiment, et lui rappelle encore une fois qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle avec des êtres humains auparavant. Amagi fait remarquer qu'il a une amag, mais Brian lui rappelle qu'elle n'est pas une humaine, et elle lui rappelle aussi qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Lin lui répond qu'il s'en fiche, car elle est parfaite pour lui. Brian suggère alors qu'il fasse au moins la connaissance de quelques femmes choisies, car n'importe qui accepterait de rester avec lui. Après tout,
Il est le chef suprême, le propriétaire de plusieurs planètes. Lin fait alors remarquer qu'il n'acceptera aucune femme qui soit totalement obéissante et capable d'avoir des enfants, ce qui fait douter Brian qu'il essaie vraiment de prendre au sérieux l'idée de créer un harem. Peu après, Lin décide d'aller se promener, car elle a passé beaucoup de temps dans son manoir et connaît à peine son territoire. En se promenant en ville, il rencontre une fille. Il l'invite à sortir et elle accepte tout d'abord, ce qui le surprend complètement. Il remarque alors un piercing en forme de bulle dans son nez, et elle dit que ce piercing est à la mode. Et quand Lin regarde autour de lui, il voit que presque tout le monde porte aussi ce piercing. Il rentre à la maison avec cette ampoule sur le nez, mais il pense que c'est de la foutaise et demande à Maggie de l'interdire sur son territoire. Il commence à dire qu'il imaginait que les filles de ce monde seraient élégantes et porteraient des vêtements futuristes, alors qu'en fait, les gens vont à la plage habillés comme des animaux, sans même montrer un peu de peau. Maggie explique que les combinaisons intégrales sont à la mode parce qu'elles protègent des rayons UV et qu'elles font même partie de la coutume locale, mais Lin n'accepte pas cette idée et pense qu'il vaut mieux que tout le monde change de style. Il ne peut pas s'imaginer sortir avec quelqu'un qui le porte, alors il demande à Maggie de réunir des stylistes et des mannequins. Il veut aussi engager des personnes célèbres afin de répandre la vraie mode dans ce monde. Mais Maggie lui répond qu'ils n'ont pas les moyens d'engager des célébrités, car pour signer un contrat avec ce genre de personnes, ils dépenseraient plus que ce qu'ils peuvent gérer en une année entière. Lin se rend compte qu'il ne pourra pas changer complètement l'apparence de son peuple. Il décide donc de rassembler les plus belles femmes de son territoire et de leur faire porter les vêtements qu'ils souhaitent. Il se rend compte que Maggie est un peu ennuyée, mais elle lui dit qu'elle ne changera pas d'avis, qu'elle a déjà engagé beaucoup de belles personnes pour le servir, et lui demande si elle doit appeler quelqu'un. Mais Lin dit qu'il n'est pas d'humeur avec ses employés, et que maintenant il est fatigué, car jouer le rôle du seigneur du mal s'avère très difficile. Pendant ce temps, Christiana se réveille dans un centre médical, où un médecin lui explique que son corps a été reconstruit grâce aux technologies de la médecine régénérative. Elle se touche le visage et se met à pleurer, pensant qu'elle rêve, puisqu'elle souffre depuis des années avec son corps monstrueux, mais le médecin affirme que ce n'est pas un rêve. Il dit qu'il a utilisé un élixir pour ramener son corps, ce qui effraie Christiana, car elle sait que c'est quelque chose de très rare. Le médecin lui dit qu'elle a encore besoin d'une rééducation, mais elle pense qu'il s'agit d'une erreur, car elle a tout perdu et n'a pas d'argent pour la payer. Mais le médecin lui révèle que la personne qui a tout payé est le comte Lin Cerebanfield, qui a créé cette clinique pour aider tous ceux qui en avaient besoin, sans rien faire payer. Il explique que le comte Lin n'attend qu'une chose, qu'elle lui rende l'appareil à l'avenir, d'une manière ou d'une autre. À ce moment-là, Christiana se souvient de l'avoir vu sur le bateau et d'avoir été personnellement sauvée par Lin, et elle décide donc de le servir avec tout ce qu'elle a à l'avenir. Dans le même pub, les gens célèbrent le fait que Lin a obtenu plus de richesses grâce aux pirates et qu'il a permis à leur région de se développer encore plus. Ils remercient le comte Lin pour ce développement, mais le guide est dégoûté par tout cela. Dans son esprit, le plan était de laisser la planète de Lin sombrer dans les dettes et la misère, et maintenant il ne comprend pas comment cet endroit est devenu si prospère. Pendant ce temps, les soldats de l'armée impériale, qui font maintenant partie de la flotte de Lin, font remarquer que, bien que les vaisseaux ne soient pas sophistiqués, ils sont très fonctionnels. Ils sont heureux de servir la maison Banfield, car auparavant, les nobles ne faisaient que se mettre en travers du chemin et protégeaient même les pirates en concluant des accords malhonnêtes. Alors que le comte Lin agit avec équité, le guide voit tout le monde louer Lin et ne comprend pas comment ils ont pu changer d'avis si rapidement, alors qu'ils auraient dû haïr Lin. De l'autre côté de l'écran, Yasushi est très heureux de la récompense qu'il a obtenue de Lin. Mais il est vite surpris d'entendre l'amiral de la flotte impériale féliciter Lin pour son succès. Et ce qui le surprend le plus, c'est que Lin lui-même remercie son maître Yasushi, qui lui a enseigné le chemin de la lumière. Cela met Yasushi en colère, car il voulait simplement vivre tranquillement, à l'abri des regards. Le guide n'accepte pas que Lin devienne un maître du sabre, car il a envoyé le pire instructeur pour l'entraîner, et il ne comprend pas comment cela a pu se produire. Pendant ce temps, les pirates de l'espace se réunissent à nouveau après avoir échappé à la flotte impériale. Goaz demande à connaître le nombre de membres du groupe, puis il apprend qu'il reste environ 30 000 vaisseaux et que les 2000 vaisseaux qu'ils ont utilisés pour faire diversion ont été détruits par l'armée impériale. Goaz est en colère contre l'équipe de la Porte Warp car elle l'a envoyé directement au camp d'entraînement de l'armée impériale, et il veut maintenant se venger. Mais le guide surgit de nulle part et fait subir un lavage de cerveau à Goaz, lui ordonnant de se lancer à la poursuite de Lin, en lui disant qu'il est son véritable adversaire et son plus grand ennemi. Goaz est furieux que Lin ait envahi son île au trésor. Il ordonne donc à son groupe d'avancer vers le territoire de Banfield, les avertissant d'éliminer tous ceux qui essaieront de l'arrêter, tout en pénétrant dans le manoir de Lin. Les nouvelles servantes androïdes l'assistent pendant le repas, mais Maggie remarque qu'il n'a pas l'air d'humeur. Il dit qu'il pense à la façon dont il devrait préparer un repas digne d'un seigneur maléfique,
mais elle ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire. Alors Lin dit qu'il imagine une scène avec des rires bruyants impliquant plusieurs subordonnés, tandis que plusieurs femmes sont forcées de servir de la boisson et de la viande. Maggie lui demande s'il a toujours l'intention de suspendre la viande au plafond, ou s'il veut faire un tas de viande sur la table, mais il répond que ce serait jeter de la nourriture. Elle propose d'inviter les officiers à manger ensemble, sauf que Lin n'aime pas parler du travail pendant qu'elle mange, alors elle pense qu'elle a peut-être besoin de femmes pendant ses repas. Sauf que Lin pense que Maggie n'aimerait pas ça. Maggie répond qu'elle n'est qu'un androïde et pas une femme, donc ça ne la dérangerait pas, et que même s'il lui fait ça tous les soirs, elle ne peut pas lui donner d'enfant. Mais Lin ne s'inquiète pas de la définition traditionnelle d'une femme, et il lui demande s'il peut trouver quelqu'un avec qui vivre. Et Amagi lui assure que même sans sentiment, ce qui compte le plus, c'est son bonheur. Ensuite, Amagi présente un rapport économique, disant qu'en remboursant une partie de leur dette, ils paient moins d'intérêts. Lian est surprise par l'ampleur de la dette, car même le trésor des pirates n'a pas suffi à la rembourser. Elle dit que la situation financière évolue lentement, mais qu'ils pourront bientôt tout rembourser. Cependant, Lian fait remarquer que cela l'empêche d'être le seigneur du mal qu'il voulait en tête. Amagi lui demande quel est son objectif en tant que seigneur du mal, et il lui répond que ce serait d'augmenter les impôts et de faire souffrir. Mais elle lui dit que cela ne marchera pas longtemps. Elle explique que si la situation économique de la région s'aggrave, cela finira par compromettre leur capacité à rembourser la dette, ce qui rappelle à Lian les traumatismes qu'il a subis avec les agents de recouvrement dans son autre vie. Elle lui demande s'il n'est pas heureux dans sa vie actuelle, mais il répond que ce n'est pas le cas, car elle a maintenant du pouvoir, de l'argent et même elle à ses côtés. Amagi lui répond que même si elle ne comprend pas les rêves et les ambitions, elle le soutiendra toujours, ce qui rend Lian très heureux. Pendant ce temps, les servantes androïdes nettoient les chambres du manoir, mais elles trouvent étrange de s'occuper de chambres vides et se demandent pourquoi Lian s'est assuré qu'elles soient toutes d'un niveau élevé. Elle le félicite également d'être capable de les reconnaître, même si elles se ressemblent toutes. L'une d'entre elles raconte qu'elle a essayé de copier la coiffure d'une autre, mais que Lian l'a appelée par son nom et lui a demandé pourquoi elle copiait sa collègue. Elle dit avoir enregistré le moment et gardé la vidéo comme un trésor personnel, mais Amagi lui demande de l'effacer car elle pourrait nuire à son image. L'un des androïdes demande s'il est normal qu'Amagi soit si proche de Lian, car tout le monde dans l'Empire n'aime pas les intelligences artificielles. Mais elle répond qu'elle ne fait qu'obéir aux ordres de son maître. Soudain, Brian se précipite pour avertir Lian que les pirates lui ont déclaré la guerre et qu'ils rassemblent déjà leurs vaisseaux à la frontière du système. Lian trouve étrange qu'au lieu de l'attaquer, il fasse une déclaration de guerre officielle. Et Amagi pense qu'il s'agit d'une vengeance pour l'attaque de l'île au trésor. Ils veulent donc l'intimider et lui montrer que tuer ne suffit pas. Lian organise rapidement une réunion, et Brian les prévient qu'ils ont mis une énorme prime sur la tête du chef des pirates, Goas. Non seulement cela, mais Goas lui-même a demandé tous les biens de Lian et plusieurs otages en échange de ne pas faire exploser complètement ses planètes, ce qui met Lian en colère. Comme Goas lui vole son rêve d'être un véritable seigneur du mal, l'un des officiers propose de négocier, et Brian leur rappelle que l'ennemi dispose d'environ 30 000 vaisseaux de guerre, alors que lui n'en a que 5 000. Le général dit que la quantité ne décide pas toujours de tout, et qu'il n'est pas certain que les pirates maintiendront la paix même s'ils se rendent. Mais le serviteur pense qu'il est impossible de gagner une bataille directe contre les pirates, il suggère donc d'attendre les renforts de l'armée impériale. Lian répond qu'il n'a aucune envie d'affronter ce combat. Après tout, même si la tête de Goas rapporte gros, cela ne vaut pas la peine de défier 30 000 navires pour si peu. Maggie fait remarquer que toutes les données des navires pirates sont arrivées et que, d'après ses simulations, ils n'ont que 3 à 4% de chances de gagner. Brian dit qu'il aimerait vraiment que la société Tanya ait déjà terminé le nouvel armement, car cela pourrait peut-être les sauver, mais Guy surgit de nulle part et le monde entier est paralysé, à l'exception de Lian. Goas lui dit que c'est lui qui a attiré les pirates et rappelle à Lian les normes d'aide familiale. Il lui dit que si Lian parvient à vaincre tous les pirates, il pourra rembourser sa dette. Lian dit qu'il a déjà obtenu une partie du trésor, mais Guy explique que ce n'était qu'une petite partie et qu'il y a d'autres trésors cachés avec les pirates. De plus, s'il vainc les pirates, il deviendra très célèbre. Lian est tout excité car il se rend compte que Guy a pensé à tous les détails pour lui. Et c'est ainsi que Guy s'en va. Il ordonne à tout le monde de s'organiser pour la guerre contre les pirates. Tout le monde pense qu'il est faux, car il n'est pas possible de rivaliser avec un ennemi aussi puissant. Mais Lian n'écoute personne et exige que tout le monde lui obéisse. Après avoir semé le chaos, Guy entre dans une boulangerie, voulant se nourrir de la frustration d'une jeune fille qui n'a plus son croissant préféré parce que quelqu'un l'a acheté avant elle. Mais la serveuse arrive avec un autre plateau, fraîchement cuit, ce qui met fin à sa journée et rend Guy encore plus furieux. Malgré tout,
il se console en se disant qu'il lui reste un lion pour obtenir l'énergie négative qu'il recherche désespérément. Nous voyons maintenant Amaji parler à Brian, et il déplore le fait que juste au moment où les territoires progressaient, ils ont subi cette attaque sanglante des pirates. Mais Amaji l'assure que la bataille n'est pas encore perdue. Et même s'il y a peu de chance, il vaut mieux se battre que de se rendre à Gozo, parce que ce pirate est célèbre pour avoir détruit des planètes entières, Guy le lion transformé en guerre étant capturé par les pirates, et devenant ainsi le petit jouet de Gozo. Ainsi, toute sa gratitude sera transformée en haine, ce que Guy a hâte d'absorber. Goaz découvre que la flotte de lions est en position défensive et s'en étonne même. Il promet une double récompense à celui qui parviendra à capturer Lion. Lion, quant à lui, est fatigué d'attendre l'attaque de l'ennemi, mais les soldats l'avertissent qu'ils ne peuvent pas s'y risquer car ils ont peu de ressources. Il trouve étrange qu'il soit déjà en difficulté avant le début de la bataille, puis un soldat lui explique que dans l'espace, lorsqu'on peut voir son adversaire, c'est que le combat est déjà engagé. Soudain, ils reçoivent une notification indiquant que 500 vaisseaux les survolent, mais Lion découvre que ces vaisseaux sont des soldats qui se sont rendus après avoir été vaincus par les pirates. Lion se rend compte qu'ils ne sont là que pour servir de pièces détachées, et c'est à ce moment-là que nous découvrons que les pirates tuent tous ceux qui ne suivent pas leurs ordres. Ces soldats ont donc changé de camp par la force. Le magicien pense que c'est une erreur de faire confiance à ces soldats et Lion décide de les éliminer tous. Sur le vaisseau amiral ennemi, Goaz apprend que son équipe frontalière a été détruite, ce qui attire son attention. Il demande alors à tous ses hommes d'attaquer la flotte de Lion, car il pense avoir trouvé un point faible dans leur défense. Mais la flotte de Lion se replie soudainement, et Goaz pense qu'il s'enfuit. Il ordonne donc à tout le monde d'avancer sans crainte, mais finalement, ce n'était qu'un piège, et tout le monde découvre que les navires de Lion ont installé des mines invisibles dans la zone, ce qui finit par faire exploser plusieurs vaisseaux de la flotte de Goaz. Malgré cela, il ignore le danger et ordonne à tout le monde de continuer à avancer. Il se débarrasse de ses alliés, les utilisant comme boucliers, et le commandant de la flotte de Lion suggère de faire de même pour défendre le vaisseau amiral. Mais Lion refuse, parce qu'il ne veut pas se débarrasser de quelqu'un. Il annonce à la magicienne qu'il part piloter la vide, ce qui inquiète son commandant, mais Lion lui ordonne de rester sur place et de transmettre le commandement de son armée à la magicienne pendant son absence. Le mage analyse rapidement la situation et ordonne à tout le monde d'aller de l'avant, et Lion leur dit de suivre ses instructions. Il monte dans son navire, et elle ordonne à toutes les flottes d'accélérer au maximum, ce qui rend les soldats tendus à l'idée de ce qui pourrait se passer ensuite. Mais elle leur fait comprendre que sans Lion, il est inutile de défendre leur vaisseau amiral, qui est justement le plus puissant de la flotte. Il est donc préférable d'utiliser ce vaisseau pour garantir la sécurité de Lion. Tout le monde est étonné de sa loyauté et, peu après, elle demande à chacun de mobiliser son armure mobile pour protéger Lion. Alors qu'il décolle à bord de la vide, Lion arrive en disant qu'il va faire regretter aux pirates d'avoir joué avec lui, et active son Warp Drive, laissant les pirates complètement surpris. Ils pensent qu'il s'agit d'une sorte d'attaque folle, mais ils sont stupéfaits de voir qu'il n'y a que des armures mobiles qui se dressent. Bien qu'il soit seul, Lion continue d'esquiver les tirs et de faire exploser plusieurs vaisseaux sur son passage. Les pirates ne tardent pas à envoyer leurs propres armures mobiles, mais Lion en vient à bout sans difficulté et déclare que les pirates sont faibles et ennuyeux. Il sort alors ses canons et élimine plusieurs navires ennemis, ouvrant ainsi un grand passage. Au même moment, Magic saisit l'occasion et traverse le centre de la flotte des pirates. Lion continue de tirer, mais à court de munitions, il se fait surprendre par un chevalier pirate qui l'attaque par derrière. Les deux hommes se battent intensément, et le chevalier pirate veut savoir d'où vient le style de combat de Lion, qui répond qu'il suit le chemin de la lumière, mais son adversaire se moque de lui. Il répond qu'il suit la voie de la lumière, mais son adversaire se moque de lui. Il dit qu'il n'en a jamais entendu parler et pense donc que Lion n'est qu'un menteur. Cela met Lion en colère et il décide de montrer de quoi il est capable. En utilisant son mouvement spécial, Lion termine le combat rapidement. Mais il se rend compte que s'il élimine tous les ennemis compétents, personne ne pourra répandre sa renommée dans l'univers. Il doit donc se battre en laissant quelques guerriers habiles en vie. Goaz est choqué de découvrir qu'une famille aussi pauvre dispose d'une armure d'élite, ce qui ne fait qu'accroître la colère de Lion, qui sait que l'ennemi dit la vérité. Pour évacuer sa colère, il utilise sa technique spéciale et assomme plusieurs chevaliers mobiles autour de lui, et il répète le même mouvement pour ouvrir un large chemin entre ses ennemis. Le problème, c'est que cela endommage les mécanismes de son bras, car la vide ne peut pas supporter toute la pression de ses coups. Rapidement, une flopée de chevaliers mobiles apparaissent, s'en prenant à Lion, et pour lui, ce ne serait pas le pire moment pour faire une dépression. Mais il insiste pour continuer à se battre, même difficilement, il tente de tenir le balai, mais finit par briser son épée.
Magie constate que les chances de victoire sont tombées à 1%, et alors que Lian est pratiquement encerclé par les ennemis, Christiana surgit de nulle part pour apporter son soutien. Magie remarque qu'elle est arrivée plus tôt que prévu, et le médecin dit que même si Christiana est encore en convalescence, elle et ses compagnons ont décidé de se battre pour le bien de Lian. Elysia remarque que Christiana se bat avec une armure mobile de son usine, et elle dit à Magie que si elle le souhaite, elle peut en commander une identique. Et Nias finit par s'interroger sur ce que fait Elysia là, et elle dit qu'un vrai vendeur c'est qui va gagner une bataille. Christiana envoie toute son équipe en avant, renversant tout sur son passage, et elle est très heureuse de pouvoir enfin payer sa dette à Lian et de se venger des pirates. Lian la regarde détruire les navires des pirates et se rend compte qu'elle se débrouille très bien. Mais il ne veut pas qu'elle lui vole la vedette, alors il prépare son légendaire coup de poing à la roquette. C'est son coup de poing le plus puissant, et il finit par détruire beaucoup de navires à la fois. Les Goas n'arrivent pas à croire qu'une seule pièce d'armure mobile puisse anéantir toute leur flotte, et Magie montre soudain que leurs chances de victoire sont passées à 83%, car Lian a divisé les pirates. Lian avance, découpant les armures mobiles comme si de rien n'était. Pour lui, ils sont tous trop faibles, et il ne pense qu'à la récompense qu'il obtiendra après sa victoire. Christiana est ravie de le voir éliminer les pirates, et elle prend beaucoup de plaisir à se battre. C'est alors que ses anciens compagnons s'aperçoivent qu'elle a beaucoup changé. Magie surveille le radar et prévient Lian de l'arrivée d'autres armures mobiles. Il lance plusieurs missiles, mais Lian bloque tout avec son bouclier, et les soldats le regardent partir au front, à la tête de tout le monde. L'un des figurants fait remarquer que Lian a été abandonné par ses parents alors qu'il n'était encore qu'un enfant, mais que malgré cela, il n'a jamais perdu espoir et a fini par se soucier encore plus de son peuple. Ils se souviennent qu'ils ont été expulsés de l'armée impériale parce qu'ils dénonçaient la corruption au sein de l'Empire et qu'ils n'auraient jamais pensé qu'ils finiraient par travailler pour un chef aussi incroyable qui se soucie vraiment des gens. Lian localise le vaisseau de Goas et lui envoie plusieurs missiles, mais la flotte de défense active le bouclier pour le protéger. Il pense même à tenter une courte distorsion pour passer, mais se rend compte qu'il ne peut pas car ils utilisent un brouilleur de signal. Magie ordonne à tous les vaisseaux de faire feu de tout bois pour franchir la barrière ennemie, en leur demandant de concentrer leurs attaques sur un seul point et de tirer ensemble. Ils coordonnent leurs tirs et parviennent à ouvrir une brèche dans le bouclier, permettant aux Lians de passer avant que les pirates ne réparent la protection. Lorsque Goas voit la ville approcher, il est curieux de savoir de quoi il s'agit, jusqu'à ce que l'un de ses partenaires lui explique que cette ancienne armure mobile les a déjà vaincus sur la planète des ressources. Les pirates se rendent compte que la vide se dirige droit sur eux. Goas demande alors où sont leurs chevaliers mercenaires, mais il s'aperçoit qu'ils ont presque tous été vaincus par les troupes de Lian et que ceux qui restent sont occupés à restaurer le bouclier. L'ami de Goas demande ce qu'ils doivent faire maintenant, car il pense que la situation est terrible et que, puisqu'il semble qu'ils vont perdre, la meilleure chose à faire est d'essayer de s'enfuir avec les chefs et d'abandonner le reste des troupes. Il ordonne à ses hommes de tirer sur le chevalier mobile adverse et leur ordonne également de ne pas s'inquiéter que leurs alliés soient touchés, car leur objectif est maintenant de s'enfuir. Un soldat dit que ses propres alliés bloquent le passage, mais Goas lui ordonne de tirer quand même. Mais Lian arrive le premier et les empêche de s'enfuir. Il attaque les pirates et Goas tente de s'enfuir dans une capsule de secours. Mais Lian l'en empêche et lui dit qu'il est trop tard. Les troupes de Lian arrivent peu après et il déclare qu'il est temps de chercher le trésor. Les gars se demandent si c'est sûr, car les ennemis pourraient tout faire sauter. Mais Lian pense qu'ils n'ont pas le courage de le faire. Après tout, leur chef a eu la peur de sa vie en essayant de s'échapper de la base. Lian tire plusieurs coups de fusée, faisant exploser les navires des pirates, et part à la recherche du trésor. Il pénètre dans le vaisseau principal par l'un des trous qu'il a lui-même ouvert avec les attaques, mais les soldats pensent qu'il est dangereux pour lui de continuer. Il insiste cependant sur le fait qu'il est le plus fort. Il finit par trouver des pirates cachés et leur tire dessus, et ses soldats sont surpris que les pirates aient ce genre d'équipement coûteux qui les rend invisibles. Mais cela ne fait qu'exciter Lian, car c'est le signe que le trésor doit être très bon. Ils ouvrent la porte et trouvent plusieurs pirates armés. Mais au lieu d'être effrayés, Lian dit à tout le monde de déposer leurs armes. Le chef du groupe se souvient qu'il a déjà travaillé pour des nobles cupides, et que ces nobles sont tout aussi mauvais que les pirates, parce qu'en fin de compte, ils ne cherchent qu'à s'entendre. Il incite Lian à se battre, mais ce dernier l'ignore. Il demande à tout le monde de s'écarter de son chemin, et comme personne ne lui obéit, il utilise la technique secrète de son maître. Il ordonne alors à ses soldats d'avancer, mais ceux-ci hésitent jusqu'à ce que les pirates soient coupés du monde et que les soldats de Lian se rendent compte qu'ils suivent quelqu'un de très fort. Lian bat tous les pirates en chemin jusqu'à ce qu'il atteigne les salles de commandement du navire de Goas, mais ce dernier a déjà trahi ses amis et s'est enfui. Lian élimine tout le monde, sauf le bras droit de Goas,
qui lui propose de lui montrer où se trouve le trésor. Il dit qu'il a été forcé de servir les Goas et demande à Lian de ne pas le tuer. Il essaie de tirer la jambe du garçon, mais Lian lui coupe simplement la tête. Le guide regarde les troupes de Lian anéantir toute la flotte pirate et se demande d'où Lian tire sa force. Il se sent mal à l'aise, car Lian est rempli de sentiments de gratitude envers lui. Agacé et désireux de mettre fin à la vie de Lian, le guide décide de donner à Goas des pouvoirs spéciaux afin qu'il puisse tenter de détruire la vie de Lian. Même si ce n'est pas sa ligne de conduite habituelle, il pense que c'est la seule façon d'avancer. Goas pense même à s'enfuir et à demander la clémence, mais il se rend compte que ce serait une perte de temps, car il serait exécuté de toute façon. C'est alors que le guide apparaît et lui transmet une force obscure, le transformant en une véritable créature au corps plus solide que l'acier. Sentant cette nouvelle puissance l'envahir, Goas réalise qu'il n'a plus peur de rien. Le guide s'en va, et peu après, l'esprit du chien de Lian, qui était son meilleur ami dans sa vie passée, envahit le vaisseau et lui indique à nouveau le chemin à suivre. Lian le suit jusqu'à un endroit où Goas a déposé un cube. Lian suit les indices et se retrouve dans une impasse, mais il décide d'abattre le mur à coups de poing. De l'autre côté, il trouve plusieurs reliques et est enchanté par un katana qu'il finit par s'approprier. C'est alors qu'un message d'urgence arrive, indiquant que plusieurs soldats ont des difficultés à vaincre le monstre. Le monstre demande à être emmené à Lian, mais le soldat n'accepte pas et préfère mourir plutôt que de le faire. Lian s'attaque rapidement aux Goas en utilisant sa vieille épée, mais celle-ci se brise car la peau des Goas est aussi résistante que le métal. Sans perdre de temps, Lian sort son nouveau katana, et sans aucune difficulté, il repousse la main de Goas. Lorsqu'il se rend compte que son trésor est utilisé, le Goas se met en colère et s'acharne sur lui, mais il perd aussitôt un autre bras. Lian est fasciné par sa nouvelle épée, et Goas essaie maintenant de récupérer son bras. Mais Lian lui coupe encore plus de membres. Goas hurle de douleur et ne comprend pas comment ce petit noble peut avoir autant de pouvoir. Il tente d'acheter Lian en lui offrant un trésor caché, mais Lian refuse et dit qu'il a déjà pris tout ce qu'il avait. Lian ajoute qu'il recevra une belle récompense pour avoir remis sa tête à l'Empire, et que cela augmentera son prestige. Goas tente alors d'utiliser ses dernières forces pour attaquer, mais Lian lui arrache la jambe, et Goas commence à demander grâce. Mais l'un des soldats rappelle à Lian que ce pirate a tué beaucoup de leurs alliés. Lian pense à garder Goas en vie pour l'argent de la récompense, mais il découvre que même s'il le tue, il sera payé parce que c'est un dangereux criminel. Il achève donc Goas sur le champ. Après ce combat, la planète Lian continue de prospérer et ses habitants font la fête car la victoire contre les pirates a donné à la famille Banfield un moral d'acier. Tout le monde estime que la vie s'est beaucoup améliorée et ils sont très reconnaissants d'avoir Lian comme seigneur car il a redonné vie à leur planète. Thomas semble leur montrer la valeur du trésor des pirates, mais Amagi explique qu'ils ne peuvent toujours pas rembourser la totalité de la dette. Thomas pose ensuite des questions sur l'appareil qui a permis les expériences de Goas, en disant que l'inventeur veut des données cliniques, et c'est alors que Christiana arrive, après avoir terminé sa rééducation. Lian lui demande de lui montrer de... Annie surgit de nulle part et pense que Christiana essaie d'attirer l'attention de Lian. Alors elle se déshabille aussi et commence à demander à Lian si elle lui plaît. Christiana sort son épée et demande à Anis de reculer, mais c'est alors qu'arrive Lysia, qui propose ses produits à Lian. Elle dit qu'elle a une super armure à vendre et Lian est très intéressé, mais Amagi lui rappelle qu'il a besoin de la permission de l'Empire pour acheter. Anis et Christiana continuent de se disputer Lian, et Brian est heureux de voir que Lian est maintenant entouré de vraies femmes. Brian leur dit que Lian a été appelé à se rendre sur la planète centrale, où il recevra une médaille d'honneur pour avoir vaincu les pirates. Lorsqu'il arrive sur place, la famille de Lian surgit de nulle part, mais il ne les reconnaît même pas, car il n'a vu personne depuis plus de 40 ans. Il se souvient que son père lui a fait endosser toutes les dettes de la famille et l'a laissé seul pour s'occuper du territoire. La mère de Lian reconnaît Amagi, mais dit à Lian de ne pas laisser entrer une IA dans le palais. Ses grands-parents pensent également qu'il vaut mieux qu'il renvoie l'IA, car elle nuirait à son image. Amagi se prépare alors à partir, mais Lian insiste pour qu'elle reste. Il se tourne alors vers sa famille pour savoir ce qu'elle attend de lui. Rapidement, ils lui disent ce qu'ils veulent. Ils lui demandent de l'argent car ils savent qu'il a gagné beaucoup d'argent en battant les pirates. Ils commencent à le flatter. Puis ils demandent à Amagi de faire disparaître tout le monde de sa vue. Son père se met en colère et lui rappelle qu'il s'occupe de lui depuis qu'il est tout petit. Mais Lian sort son épée et leur dit de partir où il coupera lui-même la tête de chacun d'entre eux. Il quitte les lieux en se plaignant de ne pas avoir élevé Lian correctement, et Lian commence à se demander s'il va devoir à nouveau régler les dettes de sa famille. Mais Amagi lui explique qu'il n'est responsable de personne, mais que les collecteurs de dettes vont probablement essayer de lui parler. Elle lui suggère alors d'augmenter le montant de leur salaire pour qu'ils cessent de l'importuner. Finalement, il décide d'augmenter légèrement leur salaire, puis il dit à Amagi qu'elle est la seule vraie famille qu'il ait.
Pendant ce temps, Guy regarde de loin, se plaignant que Lian s'entend trop bien. Par la suite, les parents de Lian reçoivent un avis leur annonçant qu'ils recevront plus d'argent de leur fils, mais seulement s'ils cessent de le déranger et ne se présentent plus jamais devant lui. Ils se réjouissent de cette nouvelle, tout en faisant remarquer que leur fils est très ingrat. Les grands-parents de Lian commencent à se disputer avec leurs enfants, et Guy se rend compte qu'il peut manipuler ces gens pour qu'ils fassent du mal à Lian, alors il utilise ses pouvoirs et leur fait subir un lavage de cerveau. Il décide alors d'essayer de destituer officiellement Lian de son poste, voulant mettre un nouvel héritier à sa place pour s'approprier tous les biens. Guy pense que Lian va perdre la tête. Pendant ce temps, Amaji voit l'esprit du chien passer à travers une porte. Elle scrute la pièce et découvre que la famille de Lian est réunie à l'intérieur. Elle entend tout et se rend compte qu'il complote pour renverser Lian de son poste, et Amaji décide d'agir. La famille de Lian se rend alors auprès de l'empereur pour essayer de changer le chef de famille. Mais l'empereur refuse, disant que Lian mérite d'être là où il est. Le père de Lian tente de se plaindre, disant qu'il a amené un androïde dans le palais et qu'il a fait honte à la famille. Mais l'empereur leur dit que Lian est bien plus compétent que quiconque et qu'il a beaucoup fait pour l'Empire. L'empereur dit qu'il ne peut pas punir Lian simplement parce qu'il a une poupée androïde. De plus, Lian a payé tous ses impôts à temps. Il est très utile à l'Empire, ce qui ne lui ressemble pas du tout. En réponse, le père de Lian promet de régulariser les impôts, mais l'empereur ne croit pas un homme aussi imparfait que lui, puisqu'il n'a jamais rien fait lorsqu'il était aux commandes. L'empereur les menace alors, leur disant de ne rien inventer, car s'il arrive quelque chose à Lian, ils ne s'en sortiront pas. La famille de Lian échoue lamentablement. Au moment de partir, l'empereur demande à Magi si elle est satisfaite du résultat. C'est à ce moment-là que l'on comprend que Magi a passé un accord avec lui. En échange de la protection du poste de Lian, elle utilisera tout l'argent qu'ils ont pris aux pirates pour payer les arriérés d'impôts. La somme est énorme et permettrait d'acheter plusieurs navires de guerre. L'empereur accepte donc, sachant que l'Empire en profitera. Mais à la fin, l'empereur traite Magi d'idiote. Il dit qu'elle n'a même pas eu besoin de le corrompre, car il ne laisserait jamais un lieutenant prendre sa place. Par la suite, Lian se plaint à Magi de ne plus pouvoir aller aux fêtes, mais elle lui dit qu'il est adulte maintenant et qu'il doit faire face à tout cela. Elle lui dit alors qu'il a besoin qu'on le laisse tranquille. Elle lui explique que personne n'aime les androïdes et que son image ne fera qu'empirer si elle est là. Elle lui rappelle la première règle qu'il lui a donnée, à savoir ne jamais le mettre en danger. Lian lui demande de ne pas l'abandonner, en lui rappelant la deuxième loi, qui est de toujours obéir à son maître. Mais elle dit qu'elle ne peut pas le faire, car cette règle va à l'encontre de la première. Elle ajoute qu'elle a apprécié le temps qu'ils ont passé ensemble parce qu'il l'a toujours traité comme une personne. Mais à ce moment-là, il lui rappelle la troisième règle, qui est de toujours se protéger. Il lui demande si elle se protège de ses propres sentiments, et elle répond qu'elle ne comprend pas vraiment ces choses émotionnelles, mais qu'elle a ressenti une surcharge dans le processeur lorsqu'elle a envisagé de le quitter. Il comprend alors qu'elle veut vraiment rester à ses côtés et lui dit que si elle part, il laissera tout tomber et se détruira jusqu'à ce qu'il se retrouve à la rue. Il se droguera et ne s'occupera plus de sa santé. Elle se rend compte que si elle le quitte, elle mettra sa vie en danger, ce qui reviendrait à enfreindre la première règle, et elle décide donc de rester. Il la supplie de ne pas le laisser seul et lui dit qu'elle est la seule famille qui lui reste. Maggie lui dit qu'il est un cerveau complètement paumé, mais lui promet qu'elle restera à ses côtés jusqu'à la fin pour qu'il ne soit pas blessé. Léon retourne ensuite sur sa planète et est accueilli par tout le monde. Il se rend compte que sa vie est telle qu'il l'a toujours voulu et remercie le guide pour cette seconde chance, lui disant qu'il n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Le guide est dévasté, car il ne peut pas supporter le bonheur de Léon. Et c'est ainsi que se termine cet incroyable anime. Je l'ai regardé jusqu'au bout, et je l'ai vraiment apprécié. Et si vous avez vu cette vidéo jusqu'à présent, je vous remercie beaucoup aussi, vous êtes incroyables. En tout cas, un gros bisou à tout le monde, au revoir et à la prochaine vidéo, bravo!